On va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, créateur de l'univers et de tous les êtres incarnés et désincarnés le peuple, envers qui nous sommes tous frères, pour cette occasion que nous avons encore une fois ce matin, dimanche matin, d'étudier certains aspects de cette belle philosophie spirit, notamment aujourd'hui les questions de l'existence de l'esprit, en espérant que nous puissions comprendre ces enseignements qui correspondent aux lois de la nature, qui gouvernent le monde spirituel, que nous puissions les utiliser dans notre vie, dans notre travail d'évolution, donner l'exemple autour de nous, et aussi que ces lectures puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir. Voilà. Donc, on en est au module 3. Donc, la semaine dernière, on avait vu le module 3, donc, qui est existence et survie de l'esprit. On a vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit, hein, si vous vous rappelez bien. Donc, les communications médiumniques, entre autres, les phénomènes d'expérience de mort imminente, hein, qui sont un des phénomènes les meilleurs, hein, certainement, entre guillemets, inventés par la spiritualité pour voilà, nous prouver que même quand le corps il est complètement HS, hein, momentanément, eh ben, l'esprit continue à avoir des perceptions, même encore beaucoup plus larges et beaucoup plus importantes qu'à l'état incarné, hein, entre autres. Hein. Et donc, aujourd'hui, on va voir le numéro 2, c'est l'origine et la nature de l'esprit. Donc, l'esprit existe, ok, mais d'où il vient, hein? Et on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est. D'accord? Donc, voilà, guide d'étude numéro 2, origine et nature de l'esprit. Donc, origine et la nature de l'esprit, l'évolution de l'esprit, hein, qui est donc un point fondamental. Et on va voir aujourd'hui aussi la question du père-esprit, qui est donc un corps intermédiaire, semi-matériel, qui permet à l'esprit de se lier à un corps physique, hein, dans le phénomène de l'incarnation de la vie à l'état incarné qu'on peut voir quand on se regarde par exemple dans un miroir. Hein, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on regarde dans un miroir, on se voit, on voit les effets, hein, de notre esprit et de notre père-esprit sur le corps. Alors, le Kardec, il a spécifié le mot esprit avec 2 orthographes différentes. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça déjà. Il y a esprit avec un E minuscule et esprit avec un E majuscule. Hein. Et pourquoi il a fait ça? Parce que c'est toujours pareil, c'est le vocabulaire qui est relativement pauvre. Et donc, en fait, il a utilisé la convention qu'il a prise, elle est relativement simple. Parce que vous voyez, par exemple, en anglais, il y a les mots mind et spirit. D'accord? Mais quand vous traduisez mind en français, c'est esprit. Quand vous traduisez spirit en français, c'est esprit. Hein? Et en portugais, c'est pareil. Il existe le mot mente et le mot espírito. Hein? En français, il n'y a pas de nom propre qui dit mente. On a l'adjectif qui s'appelle mental, mais le mot n'existe pas. Et donc, du coup, pour ça, Kardec, il a utilisé le mot esprit avec un E minuscule. Par contre, quand on parle de l'esprit, comme on parle de Pierre, Paul ou Jacques, d'individualisation, hein, donc les noms, il y a un mot propre, les noms propres, il y a une majuscule, et dans ce cas-là, il a utilisé esprit avec un mot, avec un E majuscule. Par exemple, quand on dit l'esprit de Saint-Louis, c'est avec un E majuscule. Voilà. Et donc là, il nous dit, alors ça, bon, tout le monde n'a pas suivi cette règle avec autant de rigueur que ça. Hein. Par exemple, Léon Denis, il met un majuscule quand c'est des esprits élevés, un minuscule quand c'est des esprits non élevés. Quoi. Donc, il y a parfois
un petit peu de déviance par rapport à cette convention qu'avait établie Kardec dans le livre des esprits. Oui, Fabrice? Oui, est-ce qu'on peut dire que, enfin moi c'est comme ça que j'avais plus ou moins compris, que l'esprit avec un petit e, c'est le principe intelligent, C'est ça. et avec un grand E, c'est ce principe intelligent avec son périsprit. Euh, c'est le principe intelligent individualisé. Individualisé en Fabrice, en Christophe, en Charles, tu vois? Donc c'est l'âme alors, Oui, oui. L'âme, en plus, l'âme, c'est l'esprit incarné. incarné, d'accord, Voilà. D'accord? L'âme, c'est l'esprit avec un grand E incarné. avec un corps, Tu d'accord. vois? C'est l'esprit de Charles qui est incarné. Là, il utilise le mot âme. Et pourquoi il dit ça? Ben, parce que dans le sens du mot âme dans la langue française dit ben, que, par exemple, à Belfort, il y a 50 000 âmes, 50 000 habitants, 50 000 esprits incarnés. Tu vois? Et Mhm. c'est à cause de c'est ça qui a fait que on utilise le mot âme pour l'esprit incarné. Et on utilise plutôt le mot esprit pour l'esprit désincarné, avec un E majuscule, pour l'esprit désincarné. D'accord, donc oui, ok, donc avec son périsprit, quoi, quelque part. Ben Mais voilà, les deux, l'âme et l'âme l'esprit aussi. désincarné ont leur père-esprit. Oui, 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 oui. D'accord? Alors que l'esprit avec un E minuscule, c'est le principe intelligent. Donc on dit qu'on a en nous trois choses, l'esprit, le père-esprit et le corps physique. Là, l'esprit, c'est le principe intelligent, donc c'est avec un E minuscule. D'accord, ok. Voilà, donc c'était pas loin. Mais bon, alors c'est sûr, bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. C'est quand même, les différences sont assez, c'est des nuances, hein. Mais bon, Kardec a utilisé ça en essayant d'être le plus clair possible dans les mots qu'il utilise. Donc, les esprits, donc là, c'est les esprits de Pierre-Paul Jacques avec un E majuscule, hein, sont l'individualisation du principe intelligent qui serait l'esprit avec un E minuscule. D'accord? Comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. C'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus. D'accord? Donc, comment est-ce que le principe intelligent s'est individualisé, quand, etc. Donc, il y a beaucoup de réponses dans le livre des esprits que les esprits ont donné, mais sur cette question-là, ils n'ont pas pu répondre à tout parce qu'on n'avait pas les moyens de le comprendre. Bonjour Philippe. Alors, donc ça c'est le premier principe, hein, l'époque et le mode Bonjour. de cette formation. Alors, quand est-ce que les esprits humains ont été créés? On le verra un peu plus tard, hein, les esprits, on a tous été créés simples et ignorants, mais bon, est-ce qu'on est passé, est-ce que moi, esprit Charles, individualisé, je suis passé par la phase animale, bon, c'est là où, oui, les animaux évoluent, ça c'est sûr, mais où, quand, comment se fait le switch, je sais pas comment on dit, le changement, pardon, entre l'animal et l'humain, ben, c'est là où, alors il y a des spéculations, il y a des gens qui disent, ben oui, voilà, ben, le chat, une fois qu'il est évolué, hop, la vie suivante, il se réincarne en humain. C'est pas si simple, hein. C'est une des hypothèses qui est émise. Je pense que si ça avait été aussi simple, les esprits l'auraient confirmé, mais la vérité est certainement un peu plus compliquée que ça, puisque ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui, que la science a quand même évolué depuis l'époque de Kardec, hein, on sait très bien, on connaît très bien l'origine de l'homme, hein, au niveau de l'anthropologie, des études préhistoriques, les différents primates qui petit à petit ont servi de corps pour Néandertal, Cro-Magnon et tout ça. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y avait déjà des chats à l'époque? Bon, donc, en fait, c'est pas si simple. Vous voyez, il faut réétudier la chose de manière plus posée, voire même reposer des questions aux esprits à la lumière de la science aujourd'hui, hein. C'est en ça que se trouve le caractère progressif de la philosophie spirit. Et les esprits, ben, s'ils le jugent opportun, s'ils pensent que maintenant on est apte à comprendre, eh ben, ils nous donneront des éclaircissements sur ce point. Voilà. Mais le fait de dire que ben, l'esprit, tiens, ce chien, c'est mon chat réincarné, c'est ce genre d'affirmation, il faut toujours être très prudent parce que on ne peut pas dire que c'est faux, mais c'est quand même peu probable que ce soit vraiment comme ça, hein. Voilà.
et que ensuite, ça y est, mon chien ou mon chat, il est assez évolué, donc la prochaine fois, il va se réincarner en humain. Ce sont des visions qui sont trop simplistes. Hein. La vérité est certainement plus compliquée que ça et les esprits ne sont jamais venus la confirmer. Donc, ce sont Charles, des opinions personnelles qui sont tout à fait respectables, mais bon, pareil, ça demande un peu plus de réflexion. Et l'époque, Néandertal, on connaît maintenant, hein, c'est 200 000 ans, c'est il y a 200 000 ans. D'accord. Et Cro-Magnon d'ailleurs aussi, hein, Cro-Magnon et Néandertal, ils ont vécu ensemble hein, pendant très longtemps, mais Néandertal était plus fort, donc il a toujours dominé Cro-Magnon. Si vous lisez le livre de Yehuda Harari, hein, le fameux anthropologue, enfin pas anthropologue, qui fait des études préhistoriques, je ne me souviens plus du nom maintenant, israélien, il dit que ça, c'était le cas entre 200 000 ans avant il y a 200 000 ans et il y a 70 000 ans. Et il y a 70 000 ans, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas expliqué, qu'il appelle une révolution cognitive, où le Cro-Magnon, il a commencé à se rassembler, à s'unir, à avoir des pratiques religieuses, certains rituels, un certain nombre de choses comme ça, qu'il a commencé à apporter des outils, des armes. Hein, et c'est là où Cro-Magnon s'est mis à dominer en 1000 ans, même pas, sur 70 000 ans, vous voyez, c'est rien du tout. Hein. Il a dominé Néandertal au point d'éradiquer Néandertal. Et donc Yehuda Harari parle de la révolution. Il y a eu une révolution cognitive, mais il ne connaît pas la raison de cette révolution cognitive. Et nous, Spirit, on connaît. On sait que ce sont des esprits qui sont venus d'une planète plus évoluée, hein, se réincarner dans Cro-Magnon à cette époque-là, et qui ont apporté avec eux leur intelligence. Et c'est ça qui explique qu'en relativement peu de générations, peu d'années, s'est produit ce changement. Fabrice? Christophe avait déjà levé la main, je crois, il voulait dire quelque chose. Christophe? Oui, mais Charles a déjà répondu, je crois que c'est parce que on a la réponse dans Vers la lumière de Chico Xavier. Aussi, ouais. Mais Vers la lumière ne parle pas. Si tu veux, Yehuda Harari, c'est tout récent. Hein. Ça date de, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, pas plus. Hein. Il n'a pas Vers le la, livre, peut-être. vers la C'est lumière. là où je vous montre en fait que la science, en étudiant l'homme préhistorique, apporte des éléments que parfois la science ne comprend pas, mais que nous, avec la vision spiritualiste, on peut comprendre mieux. Mais voilà, quand est-ce que vraiment il y a des esprits, entre guillemets, humains hein, qui ont commencé à se réincarner dans les corps de Cro-Magnon, c'était il y a 70 000 ans. On sait le dater. Tu vois, là, il dit l'époque, on ne connaît pas. Aujourd'hui, on connaît une époque. Alors, il y a ça, il y a aussi eu la race adamique, hein, donc les Égyptiens, les Grecs et tout ça. Donc, il s'est passé quelque chose de similaire il y a 10 000 ans. Hein, puisque Cro-Magnon a continué quand même dans les cavernes. Hein, il n'a pas tout de suite construit des pyramides et tout. Donc, les pyramides et la race adamique, c'était certainement une deuxième phase de transmigration d'esprits. Et là, on peut dire, voilà, vers la lumière, il parle d'esprits qui sont venus d'une planète de la constellation de Capella, etc. Hein. Ouais. Et par contre, des chats, il y en avait, Charles. Mais par Ça, contre, c'est possible. Ouais. Enfin, sauvage, en tout cas, oui. Hein. ils étaient Mais très gros. domestiqué, peut-être pas, quoi. Non, Hein. ils étaient très gros, ils avaient les grandes dents. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Bon. Et les chiens, c'était des loups. Hein. Voilà. Fabrice? Ce que je voulais dire, c'est à propos justement du livre Vers la lumière, je viens de le finir il n'y a pas très longtemps. Il ne parle pas de Cro-Magnon, hein. Il parle effectivement des Égyptiens, il parle du peuple chinois, il parle des hindous, il parle oui, des races adamiques, il parle du peuple israélien, mais il ne parle pas de Cro-Magnon. Hein. Oui. Et ça, enfin, je veux dire, si ce sont des esprits plus évolués que nous qui se sont plus ou moins incarnés, donc les fameux exilés de Capella, qui sont arrivés dans les corps de Cro-Magnon, pour eux, c'est une sacrée chute. Hein. Ah bah oui. Oui, 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 oui. Déjà, Mais bon, Cro-Magnon, ils ont fait de belles choses, tu vois bien. À Lascaux, ils ont fait des belles peintures, etc. Ils sont venus avec leur âme. Mais qu'est-ce que tu crois qui va se passer avec les esprits endurcis dans le mal, très intelligents mais peu évolués moralement, qui sont aujourd'hui sur la Terre? C'est pour ça que j'utilise souvent la boutade pour dire ils vont aller dans un autre monde peindre des images sur les parois des cavernes. Mais en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais tu vois, ils ont apporté la science, ils ont commencé à construire des pyramides, ils se sont
Ils ont construit des temples, ils sont sortis des cavernes, en gros. Hein. Ils ont écrit les Védas. Oui, Hein. le Il Veda. y a ces écrits religieux les plus anciens, ils ont 10 000 ans. Ça date de cette époque-là. C'est les Védas ou L'écriture, enfin, ils ont apporté beaucoup de choses. Hein, il les faut le Védas ou reconnaître. les écrits chinois les plus anciens? Parce qu'ils disent que le peuple chinois est parmi les premiers à arriver. C'était apparemment le peuple le plus ancien. Hein. La Voilà. culture chinoise, elle est il y a plusieurs milliers d'années, quoi. Hein. Ouais. Les Égyptiens, ça remonte à quoi? Ouais, Moins 2500, moins 3500. Mais apparemment, ils sont venus à peu près, je dis pour ça que je dis à peu près en même temps, parce que c'était en gros il y a 10 000 ans. Hein. oui. Les plus anciennes pyramides égyptiennes comme Saqqara, alors je ne veux pas me tromper, mais pour moi c'est 5 000 ans ou plus. Hein, Mm. tu vois, peut-être même 7 000. Et récemment, alors ça change tout le temps, récemment en Turquie, quelque part, ils ont trouvé des écrits ou des vestiges qui sont encore plus anciens que ça, qui sont un peu plus vieux que 10 000 ans. Tu vois. Moïse, c'était il y a 3500 ans. Hein. Mm. Mm. Alors que Mm. les Égyptiens, ils avaient déjà des temples, des pyramides, des pharaons, toute l'organisation qu'on leur connaît. Oui, la période égyptienne s'étale sur plusieurs milliers d'années. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais ces fameux exilés de Capella, donc, qui sont arrivés sur notre planète, ce sont en fait des gens qui n'ont pas pu progresser pour rester justement sur cette planète. C'est bien ça, c'est bien. Cette partie d'exilés, ce sont les, entre guillemets, les esprits les plus inférieurs de cette planète-là, qui se C'est sont... les esprits qui sont endurcis dans le mal, qui Voilà. sont attachés à la matière, qui sont orgueilleux à vouloir dominer le monde. Je ne veux pas citer de nom, mais vous en reconnaîtrez certains dans notre entourage terrestre. Hein. Hum, Donc, des esprits qui ont l'intelligence, donc qui ont la faculté d'organisation et tout, hein, technologique, sociétale, etc., mais qui sont moralement peu évolués. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces pharaons et tout ça? Ben, eux, ils sont certainement retournés dans cette planète, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, ben, voilà, ou alors aujourd'hui, ils seraient quand même beaucoup plus évolués. Parce que bon, l'évolution intellectuelle, elle finit par amener aussi l'évolution morale à partir du hum, moment où l'esprit comprend sa nature spirituelle. Hein, et ce que son vrai intérêt, c'est dans l'évolution de l'esprit et puis pas les choses temporaires, matérielles terrestres. Hein, et ben, forcément, il va évoluer moralement par son intelligence. hum, hum. Mais ça prend du temps. Hein, on voit, il y a beaucoup de gens on leur parle d'esprit, ben, même si je les voyais, j'y croirais pas. Hum, C'est ça qui caractérise. Hein, c'est hum. quand Kardec dit comment est-ce qu'on reconnaît les nouvelles générations qui sont en train d'arriver sur Terre, ben, c'est quelque part, ils ont l'idée spiritualiste déjà innée fortement en eux. Tu vois. Oui, Et ben moi, ceux qui sont vraiment complètement endurcis dans la matérialité et qui en profitent un maximum, qui font le mal et tout, il leur manque ce pas-là. Voilà, ben c'est ceux-là qui vont. Voilà. Alors après, là, comment est-ce que ça se passe? Pareil, est-ce que il n'y a pas Saint-Pierre, Paul ou Jacques qui va dire, bah tiens, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, hein, le centre de, comment on appelle ça, de sélection des armées. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Je pense que il y a des vibrations magnétiques qui font que ben, ces esprits, par leur basse vibration, sont quelque part attirés vers ces autres mondes et comprennent, et ensuite, de leur plein gré, suivent ce chemin pour aller aider la planète à évoluer. Donc là, vous voyez, maintenant, avec les études archéologiques, on comprend mieux, on arrive à mettre des dates. puis on en découvre tous les jours sur tout ça. Voilà, voilà. On n'a pas On en encore, découvre tous les jours. pas encore tout découvert, quoi. Mais Capella, c'est une planète qui a été détruite ou pas? Parce que moi, Capella, c'est une constellation, me semble-t-il. j'avais lu que, apparemment, je ne sais plus où j'ai lu ça, il me semble qu'elle avait été détruite suite justement à un conflit nucléaire. Ah, ça, je ne sais pas. Voilà. Non, là, ça ne me dit rien. Enfin, je ne pense pas, puisque, enfin, quoique, Capella, enfin, cette planète de la constellation de Capella, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein, il y a 10 000 ans, elle devait être à l'état d'évolution où est la Terre aujourd'hui. Tu vois? Puisque aujourd'hui, ben, à l'époque, cette planète-là passait
d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et puis aujourd'hui, ben, c'est notre tour, quoi. C'est le tour de la Terre. Où serons-nous dans 10 000 ans? Dans 10 000 ans, ben, voilà, faut espérer qu'on sera déjà dans la catégorie d'après. Je ne me rappelle plus laquelle que c'est, mais c'est les mondes heureux, quoi. Hein. Où là, parce que dans le monde de régénération, il ne faut pas croire, hein, il y aura encore du mal, mais il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Voilà. Alors, donc ça, c'est voilà, l'époque et le mode de formation. Donc, là, c'est là où le spiritisme s'allie justement avec la science. Hein, parce que quand j'ai vu cet article de Yehuda Harari, je me suis dit, mais c'est fantastique, puisque ça nous donne des éléments. Tu vois, autant Chico n'en parlait pas, autant le scientifique, il n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Hein. Alors, le principe intelligent, distinct du principe matériel, s'individualise. Donc, le principe intelligent, qui est l'esprit avec un E minuscule, hein, s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. C'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice. Donc, vous voyez, le principe intelligent existe déjà dans les animaux, hein, et il s'individualise, il s'élabore. Hein. Donc, en gros, les animaux s'humanisent. C'est comme ça que l'expression que Fatima a utilisée l'autre jour quand elle a fait une conférence, et c'est vraiment bien dit. Maintenant, le s'humanise, ça ne veut pas dire que dans leur prochaine vie, ils seront humains. Hein. Mais ils suivent ce chemin-là, et notre esprit, notre principe intelligent qui aujourd'hui est individualisé, il est aussi passé par ces phases animales. Mais alors, comment et quand se sont fait la transition? Voilà. Parce que les animaux, bon, suivent l'instinct, mais ils ont quand même chacun déjà leur caractère, ils ont chacun leur... Hein, il y en a un qui est turbulent, l'autre pas, etc. Même quand c'est des animaux de la même race, etc. Donc, on voit déjà qu'il y a des bribes d'individualisation, même si, hein, quand l'animal a faim, c'est voilà, le réflexe de survie. Quand il y a une chaîne en chaleur, eh ben, c'est le réflexe de la loi de l'instinct de reproduction qui prime. Hein. Là, il n'y a plus de raisonnement. Hein. Vous pouvez l'appeler autant que vous voulez. Difficilement, l'animal vous répondra à ces moments-là. Hein. C'est là que ça, l'âme, voilà. Et donc, c'est ce que nous dit Kardec dans la Genèse chapitre 11. Hein, vous avez la Genèse matérielle, la Genèse spirituelle. Mais pour l'instant, je vous dis, à part ces quelques éléments scientifiques qui sont venus, on n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires. Alors après, quand vous prenez les primates, hein, qui ont précédé Néandertal, est-ce que c'était des animaux, est-ce que c'était des humains? Donc, c'est là où vous voyez que, en fait, la transition, ces esprits qui sont venus de Capella, ils sont venus s'incarner dans des corps de Néandertal, tout comme ceux qui viennent aujourd'hui, hein, se réincarnent dans nos corps humains. Donc déjà ça, pour eux, ça doit être difficile, hein, puisque c'est une carcasse encore. Bon, nous, on a changé, on a le volume du crâne qui a augmenté, on n'a plus de poils partout. Quand on regarde les images de Néandertal, le corps humain a quand même évolué un peu. Mais sur ces planètes plus avancées que la Terre, ça doit être encore beaucoup plus évolué que nous. Voyez. Donc, c'est là où vous voyez que les choses se font par degrés. On voit quand même une solution de continuité dans tout ça. Hein. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de saut en disant bah, ça y est, l'animal, t'es mûr, la vie prochaine, tu deviendras humain. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça nous est présenté par les esprits et par Kardec aujourd'hui. C'est un processus qui prend des milliers et des milliers d'années. D'accord? Et il développe ses premières facultés par l'exercice. Donc voilà, ben c'est la nécessité, le fait de retrouver à manger. Il y a des mammouths, comment est-ce qu'on peut chasser le mammouth? Il les arme, etc. Bon, enfin bref, les outils de chasse, le feu, la pierre. Là, par contre, on connaît mieux. Hein. Les études de la préhistoire nous donnent des détails sur toutes ces étapes. La roue. Hein. Voilà. Après, les esprits sont-ils immatériels? Hein. Immatériel n'est pas le mot. Incorporel serait plus exact, car tu dois bien comprendre que l'esprit, étant une création, doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle, mais sans analogue pour vous,
est si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Alors là, nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Voilà, question 82. Donc, si on prend notre esprit, alors le père-esprit, lui, il est semi-matériel. Par contre, l'esprit, c'est quelque chose. Hein. C'est là où il nous manque le vocabulaire pour essayer de comprendre. Hein. Ce principe intelligent, il est où? Il est bien quelque part. Hein. Il a bien une réalité. Hein. Et c'est encore un quelle est la nature intrinsèque de l'esprit? Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. C'est incorporel, c'est pas immatériel, incorporel serait plus exact, vous voyez. Donc, c'est là où ils ont du mal parce qu'il nous manque encore des concepts et le vocabulaire qui va avec pour comprendre mieux quelle est la nature intime de l'esprit. D'accord? Et donc, le père-esprit, par contre, là, on connaît un petit peu mieux. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même, l'esprit, proprement dit, est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler périsprit. Donc, périphérique, hein, qui enveloppe, sprit de l'esprit. Donc, le père-esprit, c'est une enveloppe de l'esprit. Hein. Donc, c'est ce fameux corps intermédiaire qui, lui, par contre, est semi-matériel. Hein. Donc, c'est une forme de matière qui diffère de la forme de matière qu'on connaît, que la physique étudie aujourd'hui, hein, qui est formée de particules, d'atomes, d'électrons, etc., d'après le tableau périodique des éléments, le tableau de toutes les particules connues dans la physique atomique. Ça va jusqu'à la lumière, le rayonnement électromagnétique, tout ça, c'est de la matière. D'accord? C'est de la matière qu'on trouve dans nos 4 dimensions, l'espace-temps, hein, 3 dimensions d'espace et une dimension pour le temps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la matière. Et le père-esprit, il est où là-dedans? Il n'est pas là-dedans, il est ailleurs, il est dans d'autres dimensions. Hein? Ce n'est pas de la matière telle qu'on arrive à la peser, à la mesurer, à la détecter, à réaliser des images, etc. Hein? Le père-esprit ne peut se voir que quand il y a des matérialisations avec de l'ectoplasme. Et c'est pour ça que l'ectoplasme, lui, il est matériel. L'ectoplasme, c'est de la matière qui est dans notre 4 dimensions. C'est de la matière qui sort du corps du médium temporairement, hein, pour aller permettre la matérialisation de l'esprit. Et quand l'esprit se dématérialise, hop, ça revient dans le corps du médium parce que sans cela, le médium, voilà, il a son intégrité physique. Le médium, il peut perdre jusqu'à la moitié de son poids. Hein. C'est les expériences qu'avait fait Crookes en pesant le poids du médium. Il avait remarqué qu'il perdait la moitié de son poids pendant le phénomène de matérialisation. Donc, voyez jusqu'où ça va. Hein. Et donc, le père-esprit, lui, il n'est pas dans l'espace-temps. Il n'est pas dans nos 4 dimensions. Il est dans des dimensions supplémentaires. Et c'est ça que la physique n'a pas encore conçu aujourd'hui, sauf quelques rares tentatives, hein, comme l'esprit superlumineux de Régis Duteuil, ou aujourd'hui, quand on lit par exemple Philippe Guillemont, il nous parle d'informations qui viennent du vide, hein, qui vient en dehors de l'espace-temps, parce que le vide, c'est en dehors de l'espace-temps, c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas, mais il y a de l'information qui vient de là et des interactions qui se font. Donc, ce qu'il appelle vide, en fait, ça peut être le monde spirituel. Vous voyez? Et donc, petit à petit, la science avance sur ces concepts-là, mais elle n'y est pas encore. C'est ça qui bloque, en fait, un peu les scientifiques qui étudient la matière en disant, oui, mais bon, il n'y a que ce qui est dans la matière, ce qui est matériel qui existe. Le reste, je n'arrive pas à le mesurer, donc ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas un raisonnement scientifique. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à mesurer quelque chose ou qu'on ne trouve pas l'esprit sous le scalpel de celui qui fait une autopsie que l'esprit n'existe pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que ça n'existe pas. Voyez. Donc, mais c'est ça qui représente la plus grande résistance aujourd'hui pour le progrès scientifique, pour que comment dire, la science, elle arrive dans un paradigme spiritualiste.
Après, ben, il continue en disant le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière, le corps physique. L'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état naturel. Voilà, donc semi-matériel, éthéré, c'est des adjectifs qui veulent dire la même chose en fait. Voilà. Et alors, bon, on le verra peut-être un peu plus loin. Où est-ce que l'esprit puise cette semi-matière? Ben, il la puise dans l'environnement où il se trouve. C'est un peu comme un aimant, si vous voulez. Hein. Alors ça, par contre, c'est bien dans l'aimant, il est bien dans l'espace-temps. Les lignes du champ magnétique sont bien dans l'espace-temps. C'est bien des choses matérielles, mais si on veut faire un parallèle, l'aimant, vous ne voyez pas les lignes de champ. Hein. Par contre, quand vous mettez de la limaille de fer, hein, les expériences qu'on faisait en physique au lycée et que vous, ou même au collège, hein, vous mettez l'aimant sous une plaque, en tapant un petit peu la plaque, ben, la limaille de fer vous montre les lignes de champ. Ben, donc, c'est la limaille, hein, qui est un matériau qui se trouve là où se trouve l'aimant, ben, s'agglomère autour de l'aimant en suivant les lignes de champ. Vous voyez, c'est un parallèle qu'on peut donner pour le père-esprit. L'esprit, il arrive quelque part, et puis il y a ces particules semi-matérielles pour le coup, hein, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir, qui forment donc le père-esprit, qui l'enveloppe et puis qui nous permet de reconnaître l'esprit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Et donc, quand on meurt, l'esprit garde son père-esprit et rend le corps à la nature. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? C'est clair. Bon, bah, écoutez, on va continuer. Voilà. Le principe intelligent, ça on l'a déjà vu. Hein. Ce principe intelligent a son origine dans l'élément intelligent universel. Hein. Donc c'est pareil, ça fait partie de la création divine. Vous voyez, question 606. Hein. Qui passe par un processus d'élaboration du végétal, l'animal et l'humain. Hein, et d'individualisation. Hein, donc le végétal, voilà, même si bon, j'ai plein de jonquilles dans le jardin, c'est pareil, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Hein, donc on pourrait dire, tiens, elles sont déjà individualisées, mais bon, voilà, bon, c'est au niveau de la plante, elles ont quand même toutes les mêmes propriétés, hein, ou presque. Donc, chez l'animal, ben, l'individualisation commence, et puis chez l'humain, ben, voilà, l'esprit de Pierre, c'est l'esprit de Pierre, l'esprit de Paul, c'est l'esprit de Paul. Hein, là, l'individualisation, elle est nettement plus marquée, jusqu'à ce qu'il se transforme en un être qu'on appelle donc esprit humain. Fabrice? Oui, j'arrive pas à faire la différence entre principe intelligent de l'univers et élément intelligent universel. C'est deux choses différentes ou c'est le même concept, la même... Ben, l'élément intelligent universel, c'est la matière première du principe intelligent de l'univers. C'est un réservoir, quoi. Ben, c'est là, ouais, voilà. Mais tu vois, plus on s'éloigne, plus ça devient difficile à expliquer. Hein. C'est un réservoir, effectivement, ça fait partie de la création. Il y a aussi le fluide cosmique universel, hein, qui sert à fabriquer. Il se condense un petit peu, il fait la semi-matière. Il se condense encore plus, il fait la matière qu'on connaît dans l'espace-temps. Mais à l'origine, il y a toujours ce fluide cosmique universel. Donc, tu vois, aujourd'hui, on en est à la matière, on n'en est pas encore à la semi-matière, et donc, ben, le fluide cosmique universel, sa nature intrinsèque, pareil, ce sera l'étape d'après. Et là, je sais pas, enfin, la façon dont c'est présenté, ça me fait penser à un gros réservoir, une espèce de grande soupe. Hein, c'est l'élément intelligent universel. Et puis, on y tire une petite portion. C'est le principe intelligent de l'univers qui va devenir plus tard un esprit. Je sais pas, c'est une façon C'est d'imaginer ça, ça. ouais, on en tire un petit morceau qui va s'individualiser petit à petit. Hein. En général, ben, sur une planète, hein, voilà, les règnes végétal, donc minéral, végétal, animal et humain. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui donc de l'apparition de la vie sur la Terre. Hein. Donc là aussi, la science a un peu avancé par rapport à ça. Darwin, c'était, je crois, 1858. Hein, c'était à peu près la même époque que le livre des esprits, un tout petit peu après.
Et donc, Kardec a employé le mot esprit sans majuscule pour désigner le principe intelligent de l'univers, hein, et le mot esprit avec un E majuscule pour désigner ce même principe après son individualisation. Donc, esprit, le plus simple pour le retenir, c'est Jean, Pierre, Charles, ça s'écrit comme une majuscule. Donc, dès que c'est individualisé, on met une majuscule. Voilà, c'est ce qui est le moyen le plus simple de le retenir. Donc, l'esprit est créé par Dieu, hein, mais alors n'est pas une émanation, une portion de la divinité. Hein. L'émanation, la portion de la divinité, c'est le panthéisme. On est tous une partie de Dieu. Hein. Non, on est une création de Dieu. On n'est pas une partie de Dieu. Oui, Vincent? J'ai du mal à comprendre où s'arrête l'esprit, avec un petit E, où commence l'esprit individuel, parce que déjà, on n'a pas notre pensée, visiblement, n'est pas dans notre cerveau, et où ça commence, où ça finit, j'ai du mal avec ça, j'avoue. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on a tous du mal un peu avec ça, même moi-même. Hein. Le principe intelligent de l'univers, c'est quelque part de la matière première qui permet, qui a la propriété de pouvoir s'individualiser. Le principe intelligent, tel qu'il est là, en tant que matière première, il n'est pas individualisé. Hein. Il est individualisé à partir du moment où il s'individualise, et c'est à partir de ce moment-là que le nôtre, par exemple, notre esprit, il est individualisé. Il y a une étape supplémentaire par rapport à cette matière première, qui est le principe intelligent de l'univers. Je ne sais pas si la réponse elle est satisfaisante, mais effectivement, ce sont des choses qui sont, parce que c'est un peu loin, quoi. Donc, on arrive plus ou moins à comprendre, hein, mais on comprend pas, on n'a pas encore la compréhension totale dans tout le détail de ça. Alors, après, bon, c'est sûr, on peut creuser, on peut relire Kardec, vous voyez, les références 1, 2, 3, 4, c'est questions 23, 24, 606, 607. Donc, voilà, c'est les premières questions du livre des esprits. Et puis aussi, quand il parle un peu plus loin dans les lois morales, il parle aussi un petit peu du sujet, hein, les questions 606, 607. Mais bon, voilà, on n'en saura pas beaucoup plus que ça, quoi. Il y a un principe intelligent de l'univers qui vient lui-même de l'élément intelligent universel. Hein. Donc, l'élément intelligent universel génère le principe intelligent de l'univers qui, lui, ensuite s'individualise. Et l'esprit en nous, il est à ce stade d'individualisation. On n'est pas très loin du panthéisme quand même. Là. Alors, le panthéisme, c'est la phrase là, c'est son œuvre, donc l'œuvre de Dieu, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre d'un homme et non pas lui. Donc, la locomotive que tu vois dans le musée, ce n'est pas Fulton. Fulton, il n'est pas dans la locomotive, tu vois. Oui, je comprends bien. Mais si du coup, nous sommes le principe intelligent de l'univers qui sortons de l'élément, comment dire, de l'élément, je n'ai plus le texte. L'élément intelligent universel. Mais oui, si nous sortons de l'élément intelligent universel, mais on n'est pas loin du panthéisme où on peut dire que la créature là sort du créateur. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est créée par le créateur, mais elle n'est pas une partie du créateur. Parce que regarde, moi, si moi je me disais, voilà, moi, mon esprit, je suis une partie de Dieu. J'ai plein d'imperfections. Moi, je traîne des boulets. Donc, si j'étais une partie de Dieu, ça voudrait dire que, quelque part, c'est une partie de Dieu qui traînerait des boulets. Donc, déjà, on rentre en contradiction avec l'infinie perfection divine. Dieu, il est immuable, donc il ne peut pas être matière puisque la matière change. Moi, je vieillis. Est-ce que Dieu, il vieillit? Tu vois? Tout à fait. On ne peut pas assimiler, on peut pas l'assimiler. Je suis une création de Dieu, je ne suis pas une parcelle de Dieu. Tu vois? Non, mais ça, je comprends très bien ce que tu veux dire, Charles. Par contre, c'est la nuance qui manque en effet, et c'est pour ça, Vincent, il a été peut-être pas loin de ce problème-là aussi. En fait,
c'est quand on dit ce principe intelligent qui a son origine dans l'élément intelligent universel. Ouais. Puisque nous sommes ce principe intelligent de l'univers, chacun de nous est un principe intelligent de l'univers qui sortons de l'élément intelligent universel. Alors, ça veut dire qu'on est à la fois une créature créée par le créateur à la façon d'un homme qui crée sa machine, ça je comprends bien, mais l'homme qui crée sa machine, il a pris les éléments dans un endroit, ça va être du bois, du fer, du verre, je ne sais pas. Et c'est voilà, c'est ce petit distinguo-là que moi aussi j'ai du mal à saisir. Mmh. Tu comprends ce que je veux L'élément dire, Charles? intelligent universel, il est créé par Dieu aussi. Tu vois, si tu le places comme une création divine, ben tu fais le lien. Tu vois ce que D'accord, je veux dire? ok, d'accord. Alors là, ça, parfait, c'est bon, ça répond à ma question. Mmh. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Christophe. A priori, on sort effectivement de ce principe intelligent, on a été créé, mais ensuite, avec notre individualité, de toute façon, on n'y retourne pas, contrairement au panthéisme. Donc, on garde notre individualité, c'est à partir de là qu'on vit des millions et des millions de vies afin de progresser. C'est Mais ça. on ne retourne pas dans ce principe intelligent une fois qu'on a terminé, ne serait-ce qu'une vie. On se rapproche, on évolue, hein, on se rapproche de la divinité, un peu comme une courbe se rapproche de son asymptote, mais ne la touche jamais. Mm. Et plus on évolue, plus l'individualité s'estompe. Parce que quand on prend des esprits évolués comme du niveau de Jésus, hein, c'est vraiment pour prendre un exemple d'un esprit très évolué, ben après, que ce soit Jésus ou d'autres esprits qui ont le même niveau d'évolution que lui, ils diront la même chose. Hein. C'est là où c'est pour ça que je parle toujours d'une équipe de bons esprits qui assistent la Terre. Parce que si on se fixe sur Jésus, ben on va indisposer les musulmans, on va indisposer les hindous, etc. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Parce que Bouddha et Mahomet, ce sont des esprits, je dirais, qui sont venus en mission sous le même commandement de ces esprits supérieurs qui gouvernent la Terre. Tu vois. Il vaut mieux parler d'une équipe. Parce que dès qu'on parle d'individus à ce niveau-là, ben on divise. Hein. Le spiritisme n'a pas. C'est pour ça que le spiritisme tel qu'il nous vient du Brésil, ou voire même tel qu'il a été établi par Kardec, il est quand même avec une connotation chrétienne assez forte. Hein. Mais il ne doit absolument pas utiliser ça comme comment dire, de dire que en dehors de Jésus ou de la chrétienté, il n'y aura pas de salut, parce que c'est pas comme ça que tu vas. Si tu viens avec un discours comme ça chez des personnes qui suivent d'autres religions, eh ben, tu vas être accueilli froidement. Tu vois, tu laisses sous-entendre que ta religion est meilleure que la leur. Si personne n'accepte ça, tu vois. Non, il faut parler d'une religion universelle, aller chercher tous les principes communs entre ces différentes religions. Voilà. Donc l'individualité, en fait, plus on évolue, plus, vu de notre niveau en tout cas, plus elle s'estompe. Et c'est pour ça que Kardec dit, quand il y a un bon message, qu'elle soit signée Jésus ou Platon ou autre, peu nous importe, le message, il est bon, tu vois. C'est le fait que le message soit bon qui est important et la signature, c'est secondaire. Mais bon, nous, en tant qu'humains, on a encore besoin de ça. On s'accroche, voilà. Mais si on veut vraiment que le spiritisme progresse de façon plus universelle sur la Terre, ce n'est pas avec cette attitude-là qu'on y arrivera. Et ça, c'est la raison pour laquelle les spirites brésiliens, qui sont vraiment précieux, hein, qui font des choses extraordinaires, qui travaillent inlassablement, hein, ils ont beaucoup de mal, même quand ceux qui habitent ici en Europe, pour toucher les natifs. Et même en France, où il y a quand même des natifs spirites, parce qu'heureusement, on a les livres déjà en français, et ils ont du mal. Ils ont du mal à, comment dire,
ce qu'on observe, c'est qu'il y a des groupes plutôt de Français, des groupes plutôt de Brésiliens, et on voit, il y a un petit peu, comment dire, deux chemins. Les groupes brésiliens qui pratiquent souvent ce spiritisme très religieux, hein, alors que les Français, après l'Inquisition, les bûchers, les tortures, les guerres de religion et tout ça, ils voient la religion avec beaucoup plus ils ne voient pas la religion comme quelque chose de vraiment positif, comme les Brésiliens peuvent le voir. Et ça, voilà, si chacun campe sur sa position, ils n'arriveront pas à s'entendre, c'est clair. Et là, en ce moment, il y a même peut-être une sorte en tout cas au Brésil, hein, une sorte ça tire de plus en plus sur le côté évangélique, hein. Donc, la différence ces dernières années, ce que je constate, c'est qu'elle a plutôt eu tendance à s'accroître, hein. L'incompréhension a eu tendance à s'accroître plutôt qu'à diminuer. Voilà. Et donc, ça vient de là. Et pourtant, c'est des gens magnifiques, hein. Je ne critique personne, hein. Les gens qui viennent, les Brésiliens qui sont ici, c'est ceux qui travaillent le plus, on trouve plus de bénévoles, beaucoup plus engagés, etc., hein. Donc, ils font vraiment un travail extraordinaire. Mais il y a cette difficulté au niveau comment dire, une espèce de choc culturel, hein. Et le Portugal, c'est un peu entre les deux. Le Portugal, là-bas, pareil, la notion de religion est mieux perçue qu'en France, par exemple. Et donc, c'est une situation un peu entre les deux. C'est pour ça que le mouvement là-bas est beaucoup plus développé, par exemple, qu'en France. Et fait aussi de très, très bonnes choses. Par contre, ce qu'on voit aussi chez les Brésiliens, c'est des velléités d'hégémonie. Donc, on retrouve les mauvais réflexes, justement, les mauvais côtés du Vatican, enfin, de ces choses un peu négatives de la religion. Et ça ne fait que amplifier ce phénomène. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est un peu hors sujet. Voilà, il a donc le mot esprit, ça on l'a vu. Donc, c'est le panthéisme, ça on l'a vu aussi. Dieu crée l'esprit par sa volonté, oui, bon, voilà. Dieu n'a jamais cessé de créer, voilà. L'esprit est l'individualisation du principe intelligent, comme le corps est l'individualisation du principe matériel, hein. On prend des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote dans la nature, et puis ça forme un corps physique. Ça, c'est celui de Charles, après il y a celui de Christophe, celui de Vincent, etc., hein. C'est de la matière qui est neutre. Les atomes de carbone et d'oxygène qui me composent, ils se renouvellent d'ailleurs tout le temps, hein. Tous les 2-3 ans, tous les atomes de mon corps se renouvellent. Mais tant qu'ils sont attachés à ce corps-là, ça fait partie de l'individualisation, hein, de Charles. Voilà, cette individualisation du principe intelligence s'accomplit dans une série d'existences qui précèdent la période de l'humanité. Donc, hein, c'est ce qu'on disait par les phases végétales et animales. C'est là que ce principe intelligent s'essaye à la vie, développe les premières facultés, etc., hein. C'est comme une sorte de temps d'incubation, hein, un travail préparatoire comme celui de la germination à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit. Donc, il donne une autre image, vous voyez, la germination, la graine qui germe et qui ensuite va donner l'arbre, hein. C'est alors que commence pour lui la période de l'humanité avec elle la conscience de son avenir, la distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes. Donc, toutes les choses qui différencient l'âme humaine, hein, son libre arbitre et la responsabilité qui va avec, des formes plus rudimentaires. Le principe intelligent, il évolue, hein, voilà. Donc, ça, c'est là, vers la lumière, c'est quand même une des meilleures références pour ça, hein, voilà. La vie est apparue sur la Terre quand les conditions matérielles de la Terre l'ont permis, hein. Donc, il y avait d'abord des êtres monocellulaires, ensuite plusieurs cellules. Voilà, donc là aussi, pour l'apparition de la vie, il y a des études qui ont été faites et qui sont très sérieuses, hein. Donc, la vie qui a commencé dans l'eau, ensuite, petit à petit, qui est sortie de l'eau, ensuite sont venus les mammifères, etc. Donc, vous voyez, c'est
Après, il y a eu, comment dire, les dinosaures. Il y a eu le fameux météorite qui est tombé sur la presqu'île de Yucatan qui a entraîné l'extinction des mammifères, mais hop, c'est quelque part reparti par après avec des espèces moins énergivores, je dirais, hein, d'autres espèces pour arriver jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Et donc, voilà. Alors, c'est là, dans ce genre de processus, qu'il y a des esprits qui interviennent. Hein. Les esprits qui sont quelque part les ouvriers, hein, de la divinité, co-créateurs, comme on dit, qui interviennent pour ce long processus, hein, qui dure on peut parler là de milliards d'années, hein, puisque la Terre elle a 3-4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. La vie est apparue au bout assez rapidement, hein, il y a 3 milliards d'années, quelque chose comme ça. Et voyez, il a fallu tout ce temps-là il y a 50 000 ans, donc c'est rien du tout par rapport à 3 milliards, ou il y a 200 000 ans pour être plus précis, arriver à un Néandertal, et aujourd'hui arriver jusqu'à nous. Et donc cette individualisation, vous voyez, elle se fait vraiment lentement. Hein. On voit l'aspect matériel, hein, avec toutes les espèces hein, qui sont étudiées par la science, mais il y a derrière ça aussi l'évolution du principe spirituel. Et souvent, Darwin dit que l'évolution de l'espèce se fait par la nécessité, hein, que le cou de la girafe il s'est allongé parce que là où elle vivait, elle se nourrissait de feuilles et les arbres ils étaient de plus en plus hauts. Donc, c'est que les espèces qui avaient un long cou qui survivaient, les autres mouraient. Donc, au fur et à mesure, le cou de la girafe s'est allongé pour pouvoir continuer à manger les feuilles au-dessus des arbres. Donc, ça, c'est effectivement la théorie de Darwin qui est tout à fait pertinente. Hein. Mais ce que Darwin ne voit pas, c'est que derrière ça, il y a aussi l'esprit et le père-esprit, hein, qui sont quelque part le moule du corps, qui sont en fait les éléments déterminants pour cette évolution de l'espèce ou des espèces. Voilà. Alors après, vous voyez, on ne va pas tout lire puisqu'il est déjà 9 heures. C'est un sujet, en fait, là, par contre, qui est un peu vaste. Oui, Morissette? Oui, Charles, est-ce que ça a un lien avec ce que tu viens d'expliquer, avec les champs morphogénétiques ou quelque chose comme ça? Alors, les Tu sais, champs morphogénétiques, ça revient, ou l'épigénétique, hein, ça revient à dire que qu'est-ce qui détermine la forme de notre corps, par exemple. Donc, il y a la génétique, l'ADN, hein, la combinaison de l'ADN du père et de la mère qui se combinent dans l'ovule fécondé, qui constitue l'ADN de l'enfant, hein, donc, qui va garder les traces de l'ADN du père et de la mère. Hein, c'est les analyses génétiques qui le démontrent, ça, hein, c'est la science génétique. Mais pourquoi l'ADN de l'enfant est différent de celui du père et de celui de la mère? Il a son ADN à lui. Hein. Et ensuite, donc, morphogénétique, ça veut dire la forme. ouais. L'embryon, c'est une cellule qui se développe, se divise en 2, en 4, en 8, en 16. On connaît le développement du fœtus. Mais ensuite, dans l'embryogénèse, ça se développe en 3 dimensions. Il va y avoir le corps, les bras, les doigts. Hein. Et ça se développe aussi à l'intérieur même. Ça va faire des muscles, ça va faire des os, ça va faire la peau. Tu vois? Et donc, ça, la science n'arrive pas à l'expliquer. L'explication possible de l'embryogénèse, donc c'est là où on rentre justement dans cette morphogénétique, c'est l'esprit qui se réincarne et son père-esprit, hein, c'est là où se situe le moule qui fait que l'embryon qui est au départ des cellules souches, ces cellules souches se spécialisent, s'individualisent, se développent dans les 3 dimensions grâce au moule de l'esprit qui se réincarne dedans, donc qui est l'esprit avec son père-esprit. Donc, tout ce qui est créé, que ce soit les animaux ou autres, a ce champ, oui, en quelque sorte. Les animaux, ils ont aussi un esprit, un père-esprit. Voilà. Même si leur esprit, entre guillemets, n'est pas individualisé au même point que le nôtre.
Mm. Et Ils n'ont est-ce pas que leur c'est... libre arbitre, comme nous, au même degré que nous. Oui, oui. Mais est-ce que c'est la même chose, donc, ce que Marlène Nobre appelle le modèle organisateur, biologique? Oui, donc ça, c'est la terminologie qu'a utilisée Hernani Guimarães Andrade, donc un chercheur brésilien qui a écrit plusieurs livres. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français. Il y a peut-être quelques articles qui ont été traduits. Et lui, il utilisait effectivement le mot modèle organisateur biologique, hein, MOB. Il y Oui, a Claude Bernard qui utilisait une autre expression, mais je ne me rappelle plus exactement. Il avait aussi une expression pour ça, hein. Et aujourd'hui, ben, on l'appelle la morpho... Comment tu as dit? Morphogénétique? Non, épigénétique. L'épigénétique, ça va un peu plus loin parce que l'ADN, donc, qui correspond à la combinaison de l'ADN du père et de la mère, l'esprit arrive aussi à influer dessus. Et aujourd'hui, il est de plus en plus établi par la science qu'il peut y avoir des mutations d'ADN entre l'enfance et la période adulte. Donc là aussi, ça veut dire que l'esprit peut aller jusqu'à changer son ADN. Et s'il ne d'accord. change pas son ADN, il y a des cas aussi qui sont étudiés par l'épigénétique. L'ADN, par exemple, montre une prédisposition pour une maladie génétique, mais que l'enfant ou même l'adulte ne développe pas, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui fait que, à partir du moment où il y a une prédisposition à une maladie génétique, cette maladie se développe ou pas? Eh ben, c'est encore une fois l'esprit qui c'est déterminé par l'esprit. Et donc, l'épigénétique étudie ce genre de questions. Merci, Charles. Donc, c'est là où, bon, Marlène Nobret, je vous conseille de regarder. Et toutes les conférences des congrès de médecine et spiritualité sont en ce moment en train d'être mises sur la chaîne du mouvement spirit francophone. Hein. C'est pas Regard Spirit, c'est une autre chaîne, médecine et spiritualité. Et donc là, vous pouvez voir les conférences qui ont été données sur ce sujet. Il y a notamment une conférence de Marlène Nobret qui est intitulée « La fin de la dictature des gènes ». Et c'est tout à fait, voilà, c'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique que la maladie se développe forcément, voire même l'esprit arrive à changer À modifier. à modifier son patrimoine génétique. Voilà. Donc, il revient, il choisit de revenir dans cette famille, mais sans, en fait, il arrive à éviter les maladies que cette famille pourrait lui transmettre. Oui, bah, c'est-à-dire, ça c'est un choix qui est fait. Hein, c'est le spermatozoïde parmi les millions et l'ovule parmi les, je ne sais pas, il n'y en a peut-être pas des millions, mais des milliers qui se libèrent dans ce cycle-là. Hein, et le spermatozoïde qui arrive en premier, ils sont attirés magnétiquement déjà par l'esprit qui se réincarne. Ça, on nous l'explique dans Missionnaire de la Lumière. Hein. Et donc ben, s'il veut être garçon, ben, il faut qu'il y ait les XY qui vont bien. Hein. S'il veut être une fille, il faut qu'il y ait les XY qui vont bien. Donc, il y a déjà ça. Mais pas que. Il y a beaucoup plus. Hein, le fait d'être grand, petit, blond, brun ou autre. Hein. Donc, tout ça, c'est lié. Ça ne se fait pas par hasard. Et après, même une fois que la combinaison est faite, il peut encore y avoir ces éléments supplémentaires, de développer une prédisposition ou pas, voire même de modifier l'ADN. C'est intéressant. Donc la science continue à faire des recherches là-dessus parce que là on touche vraiment, voilà. Et après, quelle est l'origine de ça? Philippe Guillemot, il dit l'embryogénèse, c'est d'un point de vue purement physique, c'est de l'entropie négative. Donc ça contredit les lois de la science. Hein. Et donc pour que il y ait cette morphogénèse en 3 dimensions et la spécialisation des tissus et tout à partir de cellules souches qui sont identiques au départ, il faut qu'il y ait une énergie qui vienne de quelque part. Il faut qu'il y ait ce modèle, ce MOB ou ce principe organisateur ou, comme le dit Philippe Guillemot, de l'énergie qui vient du vide. Mais il y avait un scientifique, je ne sais plus son nom, un Américain, qui avait utilisé donc des œufs de salamandre et il avait mis donc des électrodes. Et avant que cet œuf soit fécondé,
il avait observé qu'il se passait quelque chose autour. Donc, il en définissait qu'il y avait un champ. Il a nommé ce champ de Burn, quelque chose comme ça. Ah, les champs de Bure. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Et donc, c'était intéressant aussi parce qu'on voit qu'avant que l'œuf soit fécondé, il y a quand même quelque chose qui se prépare autour de cet œuf et qu'il y a une certaine énergie qui est là et qui fait qu'il va y avoir la vie, quoi. Mais en plus, Mauricette, on est tous passés par là. Hein. Toi, tu es passé par là, moi aussi. Hein. Tout à fait, ouais. Ouais, même ben si on ne s'en est pas toujours rendu compte de tous les détails du truc, mais on est tous passés par là. Ben oui. Et c'est une question de mots, en fait, aussi. Exactement. Et il faut que la science creuse, recherche. Et voilà, alors, il y a épigénétique, morphogénétique, il y a des nouveaux mots qui approchent. Chaque fois, ça s'affine de plus en plus. Et donc, le spiritisme suit derrière, hein, puisque on a donc les éléments spirituels qui permettent de mieux comprendre ces choses. Valérie? Merci. Même si on est encore loin de tout comprendre. Hein. Vous voyez, là, aujourd'hui, il y a des choses, je vous dis clairement, ben ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et les esprits ont dit la même chose à Kardec. Oui, Charles. Par exemple, dans le cas des maladies génétiques, c'est-à-dire qu'admettons, si ça doit être une épreuve pour l'enfant, il la développera. Par contre, si ce n'est pas une épreuve, l'esprit peut contrecarrer cet élément, quoi. Absolument. Absolument. C'est-à-dire la maladie ne se développera que si c'est utile à l'esprit. Si ce n'est pas utile à l'esprit, naturellement, il créera une sorte de résistance, une sorte d'immunité. Hein. D'accord. Et la maladie, même génétique, avec les prédispositions, ne se développera pas. C'est encore une fois, ce n'est pas lié au hasard, c'est chacun selon ses mérites. Voilà. Voilà. Après, il y a la loi du progrès. Donc, le progrès, c'est sûr, comparé nous aujourd'hui avec Néandertal ou même avec Cro-Magnon, on voit le progrès de partout. Hein. Comparer le loup avec le chien, le tigre avec le chat, etc. Hein. Donc, le fait que tout dans l'univers est soumis à la loi du progrès, ça paraît évident. Hein. Et donc, on voit, alors là, il y a beaucoup, 14, donc c'est Delanne. Alors, un autre livre qui est très, très bon sur cette question-là, c'est Delanne, l'évolution animique. Alors, les citations sont assez longues, mais si vous voulez, je pense que, alors j'allais dire Delanne s'est inspiré de Vers la lumière, ou je pense plutôt que Emmanuel s'est inspiré de Delanne, parce que voilà, Delanne, avec ses études, son intelligence, dans ce livre-là, qui est L'évolution animique, que vous pourrez trouver sur l'encyclopédie Spirit, mais qui n'a pas encore été imprimé, il va vraiment dans le détail, avec déjà les progrès de la biologie à l'époque où il a écrit ce livre, donc en début du XXe siècle. Et aujourd'hui, l'âme de la matière, donc c'est Marlène Nobret, qui continue, donc vous avez des livres récents qui parlent de ça aussi, donc avec, encore une fois, un siècle supplémentaire de progrès des sciences. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le principe intelligent, modèle, processus d'individualisation, non seulement le corps physique, mais aussi le corps fluidique, parce qu'en fait, on dit qu'en nous, on a trois choses. Il y a l'esprit, le père-esprit et le corps. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, c'est qui le chef là-dedans? C'est l'esprit. L'esprit modèle son père-esprit, hein, qui est plus ou moins dense, plus ou moins lumineux, selon que l'esprit soit plus ou moins évolué. Et c'est le père-esprit qui, lui, modèle le corps. Donc, on a trois choses en nous, mais le chef, c'est l'esprit, c'est la première. Hein. Donc, c'est aussi une autre manière on a trois choses, mais il n'y en a qu'une seule qui est, je dirais, première là-dedans. Hein. C'est l'âme qui se perfectionne, qui entraîne le perfectionnement du père-esprit, qui entraîne par la suite aussi le perfectionnement des corps physiques, des organismes physiques. Voilà. Donc, le corps, c'est en même temps l'enveloppe, l'instrument de l'esprit. À mesure que celui-ci acquiert de nouvelles aptitudes, le corps revêt une forme
il revêt une enveloppe appropriée au nouveau genre de travail qu'il doit accomplir, l'augmentation de la masse crânienne, du cerveau, etc. Donc l'outil, en fait, s'adapte à l'ouvrier, quoi, qui en est le moule. Voilà. C'est l'esprit lui-même qui façonne son enveloppe et l'approprie à ses nouveaux besoins. Tout est là, c'est ce que je viens de vous expliquer. 18, alors là, c'est Kardec dans la Genèse, chapitre 11. Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes sources. Si vraiment vous êtes intéressé, parce que là, le temps passe, à approfondir le sujet, n'hésitez pas à revenir à ces sources, parce que c'est bon. Kardec était très inspiré par les bons esprits, donc il a frappé un grand coup, mais après, bon, les Delane et autres sont partis de ça pour aller un peu plus loin. Et vous voyez, là, il y a aussi du Léon Denis qui développe le sujet dans le problème de l'être et de la destinée, chapitre 9, et vous avez aussi le fameux livre Évolution dans les deux mondes de Chico Xavier. Donc, c'est le dernier de la série André Louis, qui est, je l'avoue, assez compliqué à comprendre. Moi, j'ai du mal parce que ça rentre vraiment dans... Chico, lui, le pauvre, il était médium, il n'y comprenait rien du tout. Et il a psychographié le livre quand même. Et aujourd'hui, vous avez, par exemple, les médecins spirites qui ont écrit un livre qui permet d'interpréter, de comprendre le livre Évolution dans les deux mondes. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans ces livres de Chico qui ont été écrits en gros il y a 50 ans, c'était largement au-delà de ce que la science connaissait à l'époque. Et c'est seulement plusieurs décennies plus tard, voire même aujourd'hui, que certains des éléments qui étaient relatés dans ce livre peuvent être compris et interprétés à la lumière des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Des notions que la médecine n'avait pas encore découvertes à l'époque du livre, et qui avait été clairement anticipé par André Louis dans ce livre, L'évolution dans les deux mondes. Donc, c'est vraiment un sujet passionnant, mais bon, ça demande une année d'études pour vraiment aller dans le détail. Je ne veux pas vous décourager, au contraire, je vous encourage, ça vaut la peine. Voilà. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels on voit le plus le caractère évolutif du spiritisme. C'est là où la science progresse le plus, et à mon avis aussi, c'est par là que la science va entrer dans le paradigme spiritualiste. Je pense que ça va être par la médecine. Voilà, alors la nature de l'esprit, donc il y a peu d'informations, vous voyez. Les esprits supérieurs nous disent que c'est les questions qu'on voyait tout à l'heure, incorporel, constitué d'une manière quintessentielle, mais sans analogue pour nous, donc il n'est pas matériel. Sa forme est indéfinie pour nous. On le comprend comme une flamme, une lueur, une étincelle éthérée variant du sombre à l'éclat du rubis selon que l'esprit est plus ou moins pur. Et encore, quand on parle de sombre à l'éclat du rubis, on parle déjà du pur esprit. Vous voyez, on ne voit pas l'esprit lui-même, on voit déjà sa projection, quoi. Et donc, l'esprit peut se transporter avec la vitesse de la pensée, avec son père esprit. Vous savez que la lumière, elle met quelques heures pour aller de la Terre vers Jupiter, mais l'esprit, lui, il met à la vitesse de la pensée, donc quasi instantanément, il y va. Donc ça aussi, c'est une preuve qu'il n'est pas dans l'espace-temps. Il n'est pas dans nos trois dimensions, il est dans d'autres dimensions. Son pouvoir d'irradiation s'amplifie à mesure qu'il évolue. Voilà, donc tout ça, ce sont des notions qui sont bien connues. Et le Père Esprit, qui est semi-matériel. L'esprit, avec son Père Esprit, peut traverser un mur, par exemple, alors que même la lumière n'arrive pas à passer un mur. Elle arrive à passer par la fenêtre, la lumière. Les corps transparents ou translucides laissent passer la lumière, mais les corps opaques, ils ne laissent rien passer. Ou peut-être les neutrinos, vous voyez, on trouvera toujours bien quelque chose de matériel qui finira par traverser la matière. Mais l'esprit avec son Père Esprit, lui, il arrive à passer par les portes et les murs sans aucun problème. Morissette ? Je ne sais pas si tu connais le livre Les violettes à la fenêtre, si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu Non. encore. Mais Alors, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, donc il y a cette petite fille, Patricia, qui s'est désincarnée, qui était spirite, et elle arrive dans le monde spirituel, et on lui dit, donc à un moment donné, elle veut traverser les murs, mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce que, et là, son instructeur lui explique que la matière du monde spirituel, elle est identique à son père esprit. Donc, comme sur Terre, c'est exactement la même chose, quoi.
elle sera limitée. Elle sera limitée pour traverser cette matière. Comme nous, on est limité avec notre corps physique pour traverser la matière terrestre. Voilà, ils expliquent qu'en fait, la matière du monde spirituel, pour l'esprit, c'est quelque chose qui est tout à fait solide. Oui. Et donc, il n'y a que les bons esprits, enfin les esprits évolués, pardon, je ne vais pas dire Ils vont bons, les partout. esprits qu'ils arrivent à aller partout et à traverser toutes les matières. Ça. Et il y a dans le livre ou le film Nos Solar, il parle de murs d'enceinte, quoi, pour éviter que les mauvais esprits envahissent la cité. Il y a même un épisode avec un esprit qui cherche à passer par une porte et puis qui est rejeté. Hein. L'esprit avec des taches là, qui avait commis des avortements, une histoire comme ça. Hein. Je crois que c'est dans le livre et puis dans le film. Et donc, dans le monde spirituel, effectivement, il y a aussi, entre guillemets, des barrières. Mais ce sont des barrières semi-matérielles, fluidiques, magnétiques, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein. Ce n'est pas du magnétisme terrestre, hein, c'est du magnétisme spirituel qui les empêche d'aller où ils veulent. Je pense qu'un esprit, si un jour je me désincarne, je ne pourrais pas aller dans le soleil, ça va me griller, quoi. Hein. Alors que les bons esprits, eux, ils y vont sans problème. Par contre, l'esprit inférieur, il arrivera quand même traversera la matière. Tu vois, les murs, les portes, les fenêtres. Là, si ça se trouve, la porte terrestre. est fermée, mais ils sont rentrés, ils sont autour de moi. Hein. La matière terrestre. C'est pour ça que. Dans nos solars, ils précisent bien que tout le monde ne voit pas les taches sur la personne. Ça dépend de l'évolution spirituelle de la personne qui caractérise la capacité à voir les problèmes, les taches sur le corps, quoi. C'est ça. André Louis, il n'avait pas vu tout de suite les taches. Il fallait que son instructeur, lui, il attire son attention. Tiens, regarde là-bas, tu ne vois pas les taches. Et en se concentrant, il a fini par arriver à les voir. Et là aussi, c'est une question d'exercice hein, au niveau de l'évolution des esprits. Ces facultés se développent de plus en plus aussi chez eux, clairement. Oui, Morissette, tu voulais dire quelque chose encore? Ah oui, je voulais dire que Chico Xavier avait bien expliqué ça. Je crois que c'est dans les mécanismes de la médiumnité, avec il appelait ça la matière mentale. Oui. Je ne sais plus si c'est le bon mot, hein, les bons mots, mais donc rien que cette appellation, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que la pensée est créatrice et que dans le monde spirituel, cette pensée, elle se matérialise. C'est ça. Ouais, c'est l'esprit le laboratoire du monde invisible de Kardec dans le livre des médiums, hein, où il dit oui, mais l'esprit il est venu avec une pipe et une tabatière. Ces objets n'existent pas dans le monde spirituel et c'est là où les esprits, il les a formés avec sa volonté, sa pensée en matière fluidique. Et c'est ce qu'on appelle, le mot idéoplastie n'existait pas à l'époque de Kardec, il est venu par après, mais c'est ça. Et donc nos solars, la ville, les bâtiments, les ministères, les aérobus et tout ce qu'on nous raconte là, même les étangs, les lacs, les animaux qui sont là-bas, ça peut s'expliquer par ce même genre de principe. Ils ont construit les bâtiments, idéalisé les bâtiments par leur pensée. Et donc, pour eux, c'est vraiment une cité qui est tout aussi réelle que les villes pour nous ici incarnées. Et dans les mondes dans les mondes inférieurs, dans les mondes où il y a des esprits souffrants, on pourrait imaginer ça, en fait, un monde où le ciel est plein d'éclairs, plein de tornades, parce que la pensée, elle est désorganisée et que tout part dans tous les sens. C'est l'image du seuil, hein, les premières années d'André Louis, qui était dans des endroits boueux, etc. Quoi. Donc forcément, les pensées étant mauvaises, l'idéoplastie ne va pas créer de belles choses harmonieuses, quoi, agréables. Ce qui est créé va représenter l'état d'esprit des gens qui sont à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'ils se rassemblent. La vallée des suicidés dont parle Yvonne Pereira et tout ça, voilà, ces lieux-là ressemblent en fait, sont l'image de la pensée des esprits qui sont dans ces endroits-là. Vincent? Oui, il génère aussi un habit. C'est-à-dire quand il sort de l'hôpital, on lui dit on va t'apprendre à créer ton habillement par la pensée. C'est ça, oui. Les tuniques et tout ça, quoi.
Et ça va même plus loin, quoi. Un esprit qui a eu plusieurs vies, quand il se matérialise, il peut se matérialiser sous des formes de ses vies d'avant. Il va se matérialiser sous une forme qui nous permettra de le reconnaître. Voilà. Donc, on en était au dernier paragraphe. Donc, le Père Esprit, donc c'est un néologisme, c'est un mot qui n'existait pas avant Kardec, du grec péri, autour, et du latin spiritus, âme. Donc, vous voyez, c'est un mot gréco-latin. Hein. Voilà. Et puis ça, c'est bon, après, dans les autres langues, petite parenthèse, en allemand, ils ont traduit par perisprit. Mais sprit, ça veut dire combustible, ça veut dire alcool. Et le préfixe grec péri est très peu utilisé en germanique. Et quand on va dans les milieux spiritualistes de langue germanique, ben, pour ceux qui comprennent, ils utilisent un mot qui est beaucoup, beaucoup plus parlant en allemand, qui s'appelle Geist, Hülle. Ça veut dire Geist, c'est l'allemand, et Hülle, c'est l'enveloppe. Voyez. Donc, au lieu de prendre des racines qui sont peu courantes en Allemagne, ils ont pris d'autres racines, et ça explique, ça représente exactement le mot périsprit, c'est-à-dire l'enveloppe de l'esprit d'Alan Kardec. Et c'est comme ça que, ben, voilà, dans les traductions des livres de Kardec, notamment de ces néologismes dans d'autres langues, il y a encore pas mal de boulot à faire. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport au Père-Esprit? Donc, voilà, l'homme est ainsi formé de 3 parties essentielles. Le corps, ou être matériel analogue aux animaux animés par le même principe vital, c'est-à-dire qu'on a vous analysez du tissu humain ou canin ou autre, il y aura les mêmes molécules, les mêmes atomes dedans, hein. Animé par le même principe vital, c'est-à-dire qu'on reçoit le carburant, hein, on fait le plein de réservoirs de fluide vital qui nous sert pour aller de la naissance jusqu'à la mort, hein, naturelle. Ensuite, il y a l'âme, qui est l'esprit incarné dont le corps est l'habitation, hein. Et le principe intermédiaire ou père-esprit, hein, qui est cette substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme au corps. Voilà. Et dans le fruit, le parallèle que nous donne Kardec, c'est le germe, le périsperme et la coquille. Et donc, nous sommes formés de ces 3 éléments-là. Alors là, je vous en ai parlé aussi. Qu'est-ce que l'âme? Ben, c'est un esprit incarné. Hein, ça, on en a parlé tout au début. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà, c'est là où, bon. Et le Père-Esprit, là, vous voyez d'autres appellations qui ont été données. Donc, corps spirituel ou psychosome. Donc, c'est d'André Louis qui utilise ça. Corps fluidique, c'est Leibniz. Médiateur plastique, Kudworth. Et le modèle organisateur biologique, le fameux MOB, par Hernani Guimarães Andrade, qui est un chercheur brésilien. Voilà, on a terminé. Est-ce que vous avez encore des questions à ce stade? Voilà, c'est un peu juste 1 heure pour faire ce cours-là. Bon, Charles, vas-y, Géraud. Ouais, je peux Géraud? aller? Oui, oui. Bonjour, Géraud. Bonjour. Bon, j'ai une toute petite question là. Oui, Bon, nous savons que l'âme est immortelle, oui. mais il y a ceux qui disent que nous devons travailler pour atteindre l'immortalité de l'âme. De quelle immortalité il s'agit? Alors que l'âme de sa nature est immortelle. Oui. Alors, effectivement, l'âme est immortelle. Maintenant, c'est vrai que dans d'autres conceptions, notamment celles qui parlent d'une seule vie, qui n'ont pas la vision aussi claire sur l'évolution de l'âme, bon, on revient à ces mêmes notions qu'on est obligé de travailler. L'âme nous sommes obligés de travailler pour évoluer. Hein. Donc, le fait qu'on soit immortel, ça c'est acquis dans le sens propre du terme. Par contre, comme l'âme évolue, effectivement, elle doit travailler pour atteindre ces stades d'évolution des esprits évolués, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, après, il peut y avoir des utilisations du mot immortalité qui vont plutôt dans ce sens-là. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. L'âme est immortelle. Elle évolue indéfiniment, mais elle évolue seulement grâce à son propre travail, grâce à sa propre œuvre. Hein. Donc, on retrouve en fait, il n'y a pas vraiment de contradiction. Hein. C'est-à-dire que
l'âme est immortelle et elle doit travailler pour évoluer. En fait, c'est ça la manière D'accord. simple de le dire. C'est compris. D'accord? Alors après, il y D'accord. a Vincent qui a levé la main. Alors, ouais, j'avais juste à vous informer qu'il y a un forum à Montigny-les-Metz, un forum sur le spiritisme, le 26 et 27 mars, donc le week-end prochain. Ah, J'ai mis c'est le lien dans la discussion, si vous voulez ouvrir le lien et regarder ce que c'est, si ça vous dans, intéresse. dans la discussion Skype ou Zoom? Skype, non? Zoom. Zoom? Ah, parce que je ne le vois pas, là, le lien. Non, Ah, Vincent, tu t'es trompé, tu me l'as envoyé à moi en perso parce que je t'avais envoyé un ah, message et tu as fait répondre et ça m'est revenu qu'à moi. ah, d'accord, ok. D'accord, ça doit être pour ça, ouais. Alors, ouais, je ne sais pas comment le faire passer à Mais tout le je monde. pense que c'est Montigny-les-Metz, je pense que c'est le cercle Alors, spirit Alan Kardec de tout le Nancy. monde, voilà, je vais le faire passer à tout le monde. Alors, je vais faire coller. Voilà, est-ce que tout le monde le voit là maintenant? Ah oui. Voilà, je le vois, ouais. Ouais, c'est un max, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, c'est les gens du cercle spirit Alan Kardec de Nancy, hein, je pense. C'est un max, ouais, voilà, c'est leur c'est ça, siège. c'est ça. Cercle spirit Alan Kardec, ouais. Alors, ben, c'est marrant parce que ça faisait un moment, moi, je les ai connus il y a une trentaine d'années, ça ne me rajeunit pas, hein, au début des années 90. Et donc, ils ont une antenne à Belfort. Donc, il y a des gens qui participent de ce groupe-là, qui habitent à Belfort, qui de temps en temps donnent des conférences. J'y suis allé il y a peut-être 3 4 ans les voir, hein. Bon, ils ont une vision un peu particulière à leur groupe de voir le spiritisme, hein. Mais cela dit, il y a des gens chez eux qui sont très bien, qui font de très bonnes choses, et donc ça vaut la peine d'y aller. Mais bon, il faut quand même être prudent, quoi. C'est-à-dire, il y a des moments où ils dévient franchement par rapport à Kardec, en affirmant que c'est l'esprit de Kardec qui s'est incorporé chez eux et qui a fait son mea culpa. Donc, bon, là, par rapport à ces choses-là, je suis un petit peu plus prudent, quoi, parce que si ce qu'il propose, c'est pas mieux que ce que Kardec avait proposé, personnellement, je prends pas, je reste avec Kardec. Voyez. Sinon, bon, après, ils font des études qui sont tout à fait pertinentes, tout à fait correctes. Et là, malheureusement, ben, le 26 et 27, comme je me fais opérer le 22, encore une fois, ben, ce week-end-là, ce sera un peu tôt, hein. Déjà, je ne suis pas sûr de pouvoir aller. C'est le 2, hein, Borisette, qui a le séminaire dans le Nord sur le travail de deuil, hein, c'est ça? Oui, oui. Mais pour le moment, il y a pas d'inscrits, donc D'accord, il faudra réfléchir. d'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si je pourrais aller. Je demanderai au médecin, au chirurgien, dans combien de temps il veut que je reste sagement à la maison avant de pouvoir faire au moins des déplacements légers. Et s'il me dit 3 semaines, ben, je suivrai ses recommandations à la lettre, hein, je ne veux pas prendre de risques. Et donc, bah, s'il dit je pourrais aller, bon, là, une semaine, à mon avis, même 4 jours, c'est trop tôt, hein. Et puis même une semaine après, ça risque d'être aussi un peu tôt, quoi. Donc, je ne pourrais peut-être pas venir. C'est le 25e forum, ouais. Donc, moi, j'en ai vu deux, même un qu'ils ont fait à Besançon, un autre qu'ils avaient fait à Nancy, hein, auquel j'ai participé. Bon, l'autre chose que je suis un petit peu réservé par rapport à eux, c'est que par exemple, bon, bah, ils ont des médiums qui font des statues, d'autres qui peignent, et puis donc ils vendent des objets d'art, mais en fait ils les vendent très très cher, quoi, hein. Donc il y a une approche parfois un peu commerciale qu'on peut comprendre par le fait que ben, vous avez des personnes qui sont des médiums qui sont permanents de l'association, hein, qui ne travaillent plus et qui sont rémunérés par ces activités-là et par les membres. Et là aussi, c'est une chose que nous, on ne veut pas faire, quoi. La médiumnité ne peut pas devenir une activité, entre guillemets, professionnelle à plein temps, hein. On ne peut pas en faire un métier. Voilà. Mais sinon, bon, si vous voulez y aller, allez-y, hein, ouais, on voit la Karine Châtaignier avec la vidéo. Alors, elle a écrit aussi
un livre qui est le nouveau livre des esprits. Il me semble que c'est Karine Châtaignier qui l'a écrit. Ben, au bout de 10 pages du livre, j'avais déjà 20 pages de commentaires. Hein. Donc, moi, l'esprit de Cousteau qui parle de la raie géante de Djibouti, des choses comme ça, ou le fait que ce soit, comment il s'appelle le grec là qui était dans son tonneau? Diogène. Hein, que ce soit Diogène qui, par la force de sa pensée, a fait que le massif des Alpes s'est soulevé. Ben, ce genre de truc, moi, je ne prends pas. Et donc, ça illustre un peu il y a des choses à prendre et à laisser, quoi. Voilà. Michel? Oui, Charles, j'aurais voulu parler de la réunion à Dunkerque, là, organisée par Morissette, je crois, c'est ça, hein? Oui. Sur le deuil. Moi, j'aurais bien aimé y aller, mais je ne pourrais pas y aller parce qu'il me faudrait que je prenne 3 jours pour pouvoir monter. Un jour pour monter, un jour pour la réunion, un jour pour descendre. Et j'aurais voulu savoir si les conférences vont être mises sur YouTube ou parce que dans ces cas-là, ça me permettra de pouvoir les regarder, les étudier un peu. Alors, en fait, c'est pas vraiment des conférences, c'est un séminaire, hein, Morissette? Est-ce que tu peux en parler? C'est une formation donc pour l'accompagnement des personnes en deuil. Donc, je ne le mets pas sur les réseaux parce que déjà, il y a eu beaucoup de travail pour la faire et puis ça soulève des choses ça soulève des émotions qui sont parfois très difficiles. Donc, voilà. C'est l'aspect présentiel aussi, hein, je sais que… Ouais. D'accord. Justement à cause des émotions qui sont soulevées, quoi, parce que tout le monde n'a pas fait son deuil et des fois… Maintenant, après, pour Michel, qui a déjà des connaissances et tout, il peut y participer sans problème, quoi. Enfin, sans problème, si c'est pas là, parce que c'est la distance plutôt qui gêne. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est dommage que ça se passe qu'il n'y a pas. pas un vol à Agen-Lille ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est dommage que ça ne se passe pas en visio, parce qu'en visio, ça aurait été plus souple, quoi, pour nous, en tout cas. Oui, mais c'est justement par rapport à ces émotions, en fait. Quand on est en présentiel, on peut sortir de la formation et on peut quasiment faire de l'individuel. C'est-à-dire que si on voit qu'une personne réagit à certaines choses, cette émotion, elle va nous être renvoyée, elle va nous appeler, elle va nous dire quelque chose. Et donc là, en même temps, cette personne, on ne peut pas la laisser partir avec ça. Il faut l'aider à un moment donné. Il faut l'aider à comprendre, il faut l'accompagner, parfois même la prendre dans nos bras. Voilà, il y a le côté, il y a le côté émotionnel qui est très, 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 très fort, quoi. Et comme ça remonte, parfois ça réveille des deuils qui ne sont pas faits et qui sont anciens, et parfois plusieurs deuils. Donc, la personne, elle ne peut pas sortir complètement brisée d'une rencontre comme ça, quoi. C'est juste pas possible. C'est des formations qui se font donc, c'est un condensé de formation que j'ai fait en soins palliatifs, donc pour accompagner les personnes en fin de vie en soins palliatifs. Oui. Et voilà, donc c'est déjà un concentré. Voilà. Après, à voir si on peut la faire l'été. Hein. L'été, la vie est belle à Dunkerque. Hein. Il y a plein de belles choses. Et même au printemps. Hein. Au printemps, oui. Moi je te dis, j'irai, hein, mais là, Là, ça tombe mal. Ouais. Bon, moi, attends, si je vais faire mon test PCR lundi, hein, donc s'il est positif, ça va encore une fois être reporté. Hein. Oui, ah oui. Donc, au cas où c'est reporté, je viendrai. Si j'ai bien sûr un autotest négatif avant. Hein. Voilà. Mais bon, alors vous voyez, donc, le séminaire que certains d'entre vous ont pu voir l'autre jour sur la médiumnité, les réunions médiumniques virtuelles. Donc pour les réunions médiumniques, le virtuel, ça fonctionne. Par contre, après, il y a des activités un peu plus, comment dire, d'assistance à des personnes proprement dites. Hein. Au-delà d'un entretien, parce que les entretiens aussi, on les propose maintenant hein, en virtuel. Hein, donc, l'écoute fraternelle, hein, je pense que vous l'avez vu, qui a été lancé par le mouvement Spirit francophone, se fait en ligne.
Mais ce travail de deuil, ça va un peu au-delà, quoi. C'est vraiment une assistance précise à une personne qui souffre le deuil et qui, avec aussi un aspect médiumnique derrière, de ressenti, etc. Ça, il n'y a pas encore, pour le développer en virtuel, il y a encore un peu de travail. Ouais, il peut avoir il peut même avoir parfois des colères. Oui, des révoltes. Il peut avoir des réparations. Enfin, la dernière fois, on a vécu quelque chose, mais qu'on n'avait jamais vécu sur plus de 20 ans, quoi. Mais c'était dramatique, tant pour la mère que pour l'esprit. Et il a fallu, comment dire, gérer tout ça. Il y avait énormément de colère et d'abandon des deux côtés. Et c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant, quoi. Et il rentre dans les détails. Il rentre dans des détails d'abandon, d'avortement, de maltraitance, de viol et tout ça. Donc, c'est lourd. C'est compliqué, voilà. Ouais. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on a vu dans le séminaire sur les réunions médiumniques virtuelles. C'est clairement marqué, hein, les cas d'obsession grave. Il y avait une croix, c'était en rouge. Donc, pour des cas graves, il vaut mieux les traiter en présentiel. Cela dit, après, si vous voulez, les cas graves représentent quoi? 5-10% des cas. Donc, 90% des cas peuvent être traités en virtuel. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Alors après, pour le deuil, il faut réfléchir à la question. Pour l'instant, ce n'est pas encore mûr pour le faire en virtuel. Et c'est pour ça, entre autres, hein, que la formation, elle est aussi en présentiel. C'est ça, Morissette? Oui. Christophe? C'est sur combien de jours, cette formation? Ah, c'est une journée. Ah, normalement, ça se faisait sur 2 jours, mais à Liège, je l'ai faite sur une journée. C'est un dimanche ou un samedi? C'est un samedi. D'accord. C'est ça, c'est un samedi, oui. C'est le 2 avril, hein, c'est ça? Oui. Oui. Et donc, en fait, le fait que ce soit sur une journée, ça permet aux gens qui habitent pas trop loin, ou à Paris même, de venir le matin, de participer à la formation et de rentrer le soir. Oui. Maintenant, c'est sûr que depuis Belfort ou depuis Agen ou Villeneuve-sur-Lot, c'est pas possible. Il faut une journée pour y aller, il faut y aller la veille et repartir le lendemain. Il faut louer un gîte et puis faire deux formations, deux séminaires sur place avec plusieurs chambres. Oui, c'est ça. Et Végimont, donc, ce sera le premier week-end de septembre, hein, ou le 9-10 par là, le deuxième. Et donc là, il y aura... ça commence le vendredi, on arrive le vendredi, puis on repart le dimanche après-midi, quoi. Et on passe 2 nuits sur place. Voilà. Sinon, on aura aussi la journée Allan Kardec, hein, donc c'est la commémoration de l'anniversaire de sa mort, qui est le 31 mars. Donc, ce sera le 3 avril, c'est le lendemain. Et ça, par contre, ce sera en direct avec les YouTube, etc. Hein, donc, ce sera dimanche après-midi. Le lien est déjà sur les réseaux, je crois. Je pense qu'on a déjà le lien sur les réseaux, on a déjà l'affiche, etc. Donc, ça, c'est mûr. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore comme conférence, Morissette? Je crois qu'on a le génie celtique, ce sera vendredi. Il va avoir la seconde partie aussi de Claudia Werding. Il y a une seconde partie de Claudia Werding où il faut qu'on définisse la date. Hein. Elle nous a parlé de la violence chez les enfants. Donc, vous le trouverez aussi sur les chaînes YouTube. Et elle va parler de la deuxième partie, ce sera comment éduquer les enfants sans violence. Voilà. Bien, elle amène des clés, elle amène une réflexion. Voilà. Et moi, je voulais remercier Christophe aussi pour ses vidéos. Oui, magnifique. Hein. J'aime beaucoup. Merci pour ton travail, Christophe. Alors, je ne sais pas si on a bien la toute dernière, parce que celle que j'avais mis, Christophe, c'était bien celle avec les 2 logos à la fin. Oui, c'est ça, mais en fait, je vous ai rajouté les petits logos, mais en fait, c'était à la fin, quand il y a marqué naître, mourir, renaître encore, c'était sur un fond noir.
Je n'avais pas Oui. encore fait le fond et c'est pas joli. Donc, Ah, voilà. écoute, il n'y a pas de souci, on va la changer. Hein, mais là, c'est bon. Non, la nouvelle que tu as mise, c'est bon. C'est des nuages. Voilà. Oui, je l'ai mis, Charles. Ah, c'est déjà fait. Ouais, J'ai tout posté sur c'est parfait. YouTube. Voilà. Okay. Donc, c'est corrigé. Désolé, on est allé un peu trop vite. Ça Oui. nous a tellement plu que... J'étais un peu vite et puis j'ai du mal à te joindre rapidement aussi. Donc, bon, c'est pas grave. Et moi, cette semaine, je suis allé chercher du bois en forêt parce qu'à partir de la semaine prochaine, je ne pourrais plus faire d'efforts pendant un moment. Et donc, j'avoue que je n'ai pas trop regardé mes WhatsApp et tout. Il y avait des centaines et des centaines de... Enfin bon, j'y suis presque là. Il me reste encore aujourd'hui et puis j'aurai tout lu. T'inquiète, pas de souci. C'est avec plaisir. OK, écoutez, merci encore à vous tous pour votre participation. On va remercier encore une fois les bons esprits pour leur assistance. Ce sujet qui est quand même complexe, chaque fois, petit à petit, plus ça va, plus on avance, on en comprend un tout petit peu plus, mais on est encore loin de la compréhension parfaite et complète de ce sujet. On en connaît quand même néanmoins les éléments essentiels pour mieux comprendre d'où on vient, où on est et où on va. Voilà. Merci à tous pour votre participation et puis je vous dis à bientôt. Excellent dimanche. Bon dimanche.